Eh bien, monsieur le précepteur, que voulez-vous de moi? Que je me prépare à ma profession de roi? Moi, à qui le travail fait tourner la tête. Est-ce pour cela que je suis un désœuvré? Est-ce pour cela que je n'ai pas d'occupation? Oh, c'est bien triste. Oui, très triste, Votre Altesse. Que les nuages depuis 3 semaines aillent d'ouest en est. Cela me rend tout à fait mélancolique. Une mélancolie tout à fait fondée. Vain Dieu, pourquoi ne me contredisez-vous jamais? Vous avez sûrement des affaires pressantes, n'est-ce pas? Je regrette de vous avoir si longtemps retenu. Oh, monsieur, je vous félicite pour la jolie parenthèse que font vos jambes quand vous faites la révérence. Bien, au revoir. Les abeilles restent posées avec nonchalance sur les fleurs et le soleil étire ses rayons sur le sol. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Qu'est-ce que ne font pas les gens par ennui? Ils étudient par ennui, ils prient par ennui, ils s'éprennent, se marient, et font des enfants par ennui. Et ils finissent par mourir d'ennui. Et ça, c'est le côté humoristique de la chose. Le tout avec les mines les plus graves, sans savoir pourquoi. Et ils vont en outre penser Dieu sait quoi. Tous ces héros, ces génies, ces imbéciles, ces saints, ces pécheurs, ces pères de famille ne sont au fond rien d'autre que des oisifs raffinés. Et pourquoi faut-il justement que moi je le sache? Pourquoi est-ce que je ne peux pas prendre au sérieux et habiller ma pauvre marionnette d'un frac et lui mettre un parapluie dans la main pour lui donner un air très convenable, très utile, très moral? Cet homme qui vient de me quitter, je l'enviais. J'aurais pu le tabasser par envie. Pouvoir être un autre, ne serait-ce qu'une minute. Comme il court celui-là. Oh, mais c'est Valerio. Si je connaissais quelque chose au monde qui soit capable de me faire courir. Valerio, mon bon serviteur. Oui, Votre Altesse. C'est bien cela. M'avez-vous bien compris? Parfaitement. Bon, nous allons parler d'autre chose. Je vais m'allonger dans l'herbe, laisser fleurir mon nez là-haut, dans le saume, et éprouver des sensations romantiques quand les abeilles et les papillons se balanceront dessus comme sur une rose. Comme nous sommes faits pour nous entendre. Mais mon très cher, ne renifle pas si fort ou les abeilles et les papillons vont mourir de faim avec ces prises terribles que tu aspires des fleurs. Monsieur, comme je sens vivement la nature, l'herbe est si belle qu'on voudrait être un bœuf pour pouvoir en manger. Et puis redevenir un homme pour manger le bœuf qui a mangé une herbe pareille. Tu as l'air, toi aussi, de te donner bien de la peine avec tes idéaux. Vous voyez, monsieur, je pourrais me mettre dans un coin et chanter du matin au soir. Il y a un mousse sur mur, il y a un mousse sur mur, mousse sur mur, mousse sur mur, et comme ça, jusqu'à la fin de ma vie. Arrête, avec ta chanson, elle te rendra fou. Bien, ce serait quelque chose. Un fou, un fou. Qui veut échanger sa folie contre ma sagesse? À la maison de fou, on vous donne de la bonne soupe, de la bonne viande, du bon pain, un bon lit, on vous coupe les cheveux gratis, tandis qu'avec ma saine raison, je pourrais au maximum me faire engager pour aider les cerises à mûrir en haut de l'arbre. Pour faire rougir de honte les cerises quand elles verront les trous de ton pantalon. Mais mon très cher, ton métier, ta profession, ton industrie, ta condition, ton art. Monsieur, ma grande activité consiste à rester oisif. Je possède une adresse peu commune à ne rien faire. J'ai une extraordinaire endurance dans la paresse. Je suis encore vierge quant au travail. Et
Si cela ne représentait pas une peine excessive, je prendrais la peine de vous exposer plus longtemps mes mérites. Dans mes bras, mon bon Valerio. Le roi! L'homme doit penser. Et il faut que je pense pour mes sujets. Car mes sujets ne pensent pas. Ils ne pensent pas. Et qui suis-je? Ah, oui, le roi. Oh, mon esprit est confus. Oh, tout se mêle dans la plus affreuse confusion. Oh, 2 boutons sont boutonnés de travers. La tabatière est dans ma poche droite. Oh, tout mon système est en ruine. Et que veut dire ce nœud à mon mouchoir? Animal, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi est-ce que je voulais penser? Et je suis le roi! Lorsque votre majesté a ordonné qu'on fît ce nœud à son mouchoir, c'est que vous vouliez... Eh bien, parle, valet! Vous rappelez quelque chose? Une réponse compliquée. Bon, et alors? Et qu'est-ce que tu veux dire? Votre majesté voulait se rappeler quelque chose lorsqu'elle ordonne qu'on fît ce nœud à son mouchoir. Quoi? Ces hommes m'embrouillent. Je suis dans une confusion totale. Je ne sais plus où j'en suis. Votre majesté, le conseil d'État est réuni. Ah, voilà, ça y est, je voulais me rappeler mon peuple. Venez, messieurs, venez, avancez avec symétrie. Est-ce qu'il ne fait pas bien chaud? Prenez donc vous aussi vos mouchoirs et essuyez-vous la figure. Je suis toujours si embarrassée quand je dois parler en public. Mes chers et fidèles amis, je voulais vous donner à connaître, que ou bien mon fils se marie, ou bien ou il ne se marie pas, ou bien vous me comprenez? Et il faut que l'homme pense. Quand je parle comme ça à haute voix, je ne sais pas vraiment qui parle. Moi ou un autre. Ça me met dans l'angoisse. Je suis moi. Qu'en pensez-vous, monsieur le président? Votre Majesté... Peut-être en est-il ainsi, mais peut-être n'en est-il pas ainsi. Et qu'en pense mon Conseil d'État? Oui, peut-être en est-il ainsi, ou peut-être n'en est-il pas ainsi. Oui. Mes sages conseillers. Alors, de quoi était-il question?
De quoi est-ce que je voulais parler? Président, pourquoi avez-vous si peu de mémoire? La séance est levée. Au diable le rouge! Je veux la nuit! Une nuit profonde d'ambroisie. Fermez les volets. Allumez les bougies. Placez les lampes sous des cloches de cristal entre les lauriers roses pour qu'elles émettent leurs rêves. Approchez les roses pour que le vin jaillisse sur leur calice comme des gouttes de rosée. Musique! Où sont les violons? Et où est Rosetta? Ma Rosetta? Ah, te voilà. Allez, tout le monde, dehors. Léonce? Rosetta? Ah, Léonce! Viens que je t'embrasse, Rosetta. Oh, tes lèvres sont paresseuses. Trop de baisers? Trop baillé. Oh, Non, Rosetta, j'ai la terrible responsabilité de quoi? de ne rien faire de mes journées. Rien d'autre que d'aimer? Si on veut. Léonce? Disons que l'amour est une forme d'occupation. Plutôt de l'oisiveté. Non, tu as raison, comme toujours. Tu es une fille intelligente et j'apprécie ta lucidité. Alors, tu m'aimes par ennui? Non, je m'ennuie parce que je t'aime. Mais j'aime mon ennui comme toi-même. Vous ne faites qu'un. Allez, viens dans mes bras. Oh, doux farniente, au-delà de tes yeux, je rêve à des sources mystérieuses et profondes. Les caresses de tes lèvres m'endorment comme le bruit des vagues. Bon. Viens, cher ennui. Tes baisers sont un bâillement voluptueux et t'es pas un gracieux hiatus. Tu m'aimes, Léonce? Ouais, et pourquoi pas? Pour toujours? C'est un mot bien long, toujours. Si je t'aime, mettons 5000 ans et 6 mois. Est-ce suffisant? Bien sûr, c'est beaucoup moins que toujours, mais c'est quand même pas mal de temps et nous pouvons prendre le temps de nous aimer. Ou c'est le temps qui peut prendre nos vies? Ou c'est l'amour qui nous prendra le temps. Allons, danse, Rosetta, danse pour que le temps avance au rythme de tes jolis pieds. Mes pieds aimeraient mieux sortir du temps. Mes pauvres pieds, il faut danser avec des chaussons de couleur. La la li, la la la, la la li. Oh, qu'un amour mourant a plus de charme qu'un amour naissant. Comme le rouge pâlit sur ses joues, comme ses yeux perdre leur éclat, comme le balancement de ses membres s'accroît pour s'arrêter peu à peu. Oh, adieu, mon amour, j'aimerais ton cadavre. Oh, eh bien, Rosetta, des larmes? C'est un épicurisme raffiné que de savoir pleurer. Oh, mets-toi au soleil pour faire cristalliser ces jolies gouttes. Elles feront des diamants superbes. Tu pourras t'en faire un collier. Des diamants, oui, qui me blessent les yeux. Ah, Léonce, je t'en prie! Attention, n'approche pas de ma tête, j'y ensevelis notre amour. Regarde les fenêtres de mes yeux. Ne me bouscule pas. Elles pourraient se casser, ce serait dommage. Il faut que je me tienne la tête bien droite sur mes épaules, comme une pleureuse porte un cercueil d'enfant. Fou que tu es! Oh, Rosetta. Oh, Léonce, mais regarde-moi!
pour rien au monde. Juste un regard. Non. Tu pleures. Rien suffirait pour faire revivre mon amour aimé. Et je suis content de l'avoir enterré. Je suis une pauvre orpheline. La solitude me fait peur. La la li, La. Oui, c'est bon, merci. Allez, il est temps de partir aux États. Ouf. Quelle drôle de chose est l'amour. On passe au lit une année dans un demi-sommeil, un beau matin on se réveille, on boit un verre d'eau, on s'habille, on se passe la main sur le front, et on réfléchit. Oh, mon Dieu, mais combien faut-il de femmes pour chanter tous les tons de l'amour? Dans quelle bouteille trouverais-je le vin capable de m'enivrer aujourd'hui? Je ne réussirai pas cette fois. Oh, je suis comme sous une cloche pneumatique. L'air est si coupant, si raréfié, que je gèle. Allez, viens, Léonce. Débite-moi un de tes monologues. Je veux m'écouter. Oh, je me connais, je sais que je vais penser et rêver dans un quart d'heure, dans 8 jours, dans l'année entière. Oh Dieu, quel crime ai-je donc commis pour que tu me fasses réciter si souvent ma leçon, comme un écolier? Oh, bon, bravo, Léonce, bravo. Oh, ça me fait du bien quand je m'interpelle. Léonce? Léonce. Votre Altesse me paraît en bonne voie de devenir un fou authentique. Tiens, Valerio. Ah oui, je trouve moi aussi. Attendez. Nous allons tout de suite nous entretenir plus à fond là-dessus. Il me reste juste un morceau de rôti à déguster, volé à la cuisine, et un peu de vin volé sur votre table, et je suis à vous tout de suite. Comme ce valet fait du bruit, l'animal me procure des sensations tout à fait idylliques. Je pourrais revenir aux choses les plus simples, manger du fromage, boire de la bière, fumer du tabac. Non. Continue, Valerio, mais fais moins de bruit avec ton groin et ne fais pas claquer tes défenses comme ça. Non. Trop cher Adonis, craignez-vous pour votre entrecuisse. Je ne suis ni fabricant de balais, ni un maître d'école. Moi, je n'ai pas besoin de verve. Non. Bien répondu, tu ne me dois plus rien. Je voudrais qu'il en soit de même pour mon maître. Vous, en l'occurrence. Penses-tu au coup de bâton qui te doit? Es-tu si préoccupé par ton éducation impertinente? Ciel, la procréation est plus aisée que l'éducation. Quel souci est-ce connu depuis la grossesse de ma mère? Quel bien ai-je reçu depuis qu'on m'a conçu? Exprime-toi mieux, sinon j'imprimerai dans ta cervelle une mémorable correction. Lorsque ma mère naviguait au large de la Bonne Espérance, Et que ton père fit naufrage au Cap Corne. Oui. En effet, il était veilleur de nuit, mais il portait moins souvent la corne à ses lèvres que les pères de nobles princes à leur front. Animal, tu fais preuve d'une insolence incroyable. J'éprouve une certaine envie d'entrer en contact avec ton visage. Non, j'adore te flanquer la raclée. Voilà une réponse frappante et un argument de soc. Et toi, tu as une réponse frappée puisque tu prends la raclée pour ta réponse. Viens par là, misérable. Et vous êtes un argument débile qui ne tient pas sur ses propres jambes. Et là. Eh bien, monsieur, vous trébussez? En voilà des mouvements tout à fait invraisemblables et des cuisses bien problématiques.
que Votre Altesse nous excuse. Oh, et moi donc, Monsieur le Président. Oh, je m'excuse d'avoir la bonté de vous entendre. Non, messieurs les conseillers, ne voulez-vous donc pas prendre place? Quelle tête il faut quand ils entendent le mot place. Non, mais ne vous gênez pas, asseyez-vous par terre. La dernière place que vous obtiendriez. Votre Altesse voudrait-elle... Président, ne faites pas craquer vos doigts comme ça si vous voulez pas faire de moi un meurtrier. Si Votre Altesse daignait prendre en considération... Mon Dieu, mettez vos mains dans votre culotte ou asseyez-vous dessus. Mais arrêtez de craquer vos mains. Vous êtes complètement perturbé, ressaisissez-vous. Pensez à votre famille, à l'État. Vous risquez un infarctus si vous souffrez d'un discours rentré. Si Votre Altesse permet que je lise... Oh, vous savez lire. Eh bien, Votre Altesse doit s'attendre dès demain à l'imminente arrivée de la fiancée promise à Votre Altesse, la sérénissime princesse Léna de Pipi. C'est la teneur du message adressé à Votre Altesse par Sa Majesté royale, votre père. Si ma fiancée m'attend, je ferai selon son désir et la laisserai attendre. Je l'ai vue hier en rêve. Elle avait une paire d'yeux si grands que les chaussons de danse de ma Rosetta auraient été des sourcils à leur taille. Et sur ses joues, on ne voyait pas des fossettes, mais des rigoles pour l'écoulement du rire. Je crois au rêve. Vous arrive-t-il de rêver, Monsieur le Président? Avez-vous des prémonitions? Bien... Oh, vous avez encore quelque chose sur le bout de la langue, Monsieur le Président. Allez-y, sortez tout. Le jour des noces, une volonté éminente. Votre père s'est manifesté de déposer entre les mains de Votre Altesse, les vôtres, l'exercice des suprêmes volontés. Vous direz à une volonté éminente que je suis prêt à tout faire, à l'exception de ce que je laisserai de côté. Messieurs, vous m'excuserez de ne pas vous accompagner. Ma passion est de rester assis. Mais ma bienveillance est si grande que je peux à peine la mesurer avec mes jambes. Valerio, accompagne ces messieurs. Les accompagner? À la guitare ou au violon? Faut-il accrocher une clochette au cou du président? Les mener comme s'il marchait à quatre pattes? Non, animal, tu es un mauvais jeu de mots. Tu n'as ni père ni mère, ce sont les 5 voyelles qui t'ont engendré. Et vous, prince, vous êtes un livre sans lettres, juste avec des points de suspension. Venez donc, messieurs, il y a quelque chose de triste avec le mot venir. Si l'on veut un revenu, et il faut voler. Impossible de parvenir sans risquer d'être pendu. Au mourant, il ne reste que le souvenir. On peut toujours intervenir avec un beau mot qu'on n'a rien d'autre à dire. Comme moi en ce moment. Et vous, avant d'avoir ouvert la bouche, Votre Altesse. Président, messieurs, je vous prie d'en convenir et de ne plus chercher à revenir. Quelle grossièreté! Comme je me suis conduit cavalièrement avec ces pauvres diables. Se marier, c'est boire tout eau d'un puits. Tu as entendu, Valerio? Eh bien, vous allez être roi. C'est amusant. On
On peut se promener toute la journée, les gens abîment leur sapot à force de salut. On peut, avec des gens ordinaires, faire des soldats ordinaires, ce qui paraît tout naturel. Hein. Et on peut changer des fracs noirs et des cravates blanches aux serviteurs de l'État. Et quand on meurt, tous les boutons brillants sont passés au bleu. Et les cordes des cloches cassent comme des fils à force de sonner. Ouais, n'est-ce pas marrant? Mon Dieu, Valerio. Il faut devenir autre chose que le roi. Ah, Valerio, cherche donc. Des héros? L'héroïsme boit une gnôle infecte, attrape la fièvre des hôpitaux et ne peut pas se soutenir sans lieutenant et sans ses recrues. Alors, devenons des zéniths? Le rossignol de la poésie chante tous les jours au-dessus de nos têtes. Mais le meilleur est déjà parti au diable quand nous lui arrachons les plumes pour les tremper dans l'encre ou dans la couleur. Alors, devenons des membres utiles de la société humaine. J'aimerais mieux donner ma démission d'être humain. Alors, allons au diable. Ah. Le diable n'est là que pour le contraste, pour que nous comprenions qu'il y a quelque chose au ciel. Ah. Valerio, ça y est. Ne sens-tu pas le souffle du sud? Comme la lumière jaillit du sol doré par le soleil? Non, Valerio, partons pour l'Italie. Voilà. Ça y est. Je ne pensais à rien. Tout allait son train. Et voilà que soudain le jour se lève devant moi. J'ai la couronne dans mes cheveux. Oh, et les cloches. Oh, regarde, nourrice. Je voudrais que l'herbe pousse au-dessus de moi et que les abeilles bourdonnent au-dessus de moi. Et me voilà habillée avec du romarin dans les cheveux. N'y a-t-il pas une vieille chanson? Je veux dormir dans mon tombeau comme un enfant dans son berceau. Oh, pauvre enfant, ma chère Léna, comme vous êtes pâle sous vos pierreries étincelantes. Oh Dieu, je pourrais aimer, pourquoi pas. On avance si solitaire, on cherche à tâtons une main qui vous tienne, jusqu'au moment où la femme qui dispose les morts sépare les deux mains et les croise sur la poitrine de chacun. Pourquoi clouer deux mains qui ne se cherchaient pas? Qu'a-t-elle fait, ma pauvre main? Cette bague de fiançailles me pique comme une vipère. Mais Don Carlo dit que c'est un vrai. Mais un homme... Oh, mais et alors? Que l'on n'aime pas? Oh, vois-tu, je me fais honte. Demain, je n'aurai plus ni parfum ni éclat. Les fleurs ouvrent et ferment comme elles veulent leur calice, au soleil du matin et au vent du soir. La fille d'un roi est-elle moins qu'une fleur? Oh, mon cher ange, tu es un vrai agneau pascal. Oui, et le prêtre lève déjà son couteau. Oh, mon Dieu, est-il donc vrai que nous devons nous racheter nous-mêmes par notre douleur? Est-il vrai que le monde est un sauveur? Crucifie le soleil, sa couronne d'épines, les étoiles, les clous et les lances dans ses pieds et ses flancs? Oh,
Mon enfant, je ne peux te voir ainsi. Oh, ça ne peut continuer ainsi, cela te tue. Oh, peut-être. Oh, qui sait. J'ai quelque chose en tête, mais nous verrons. Mais je t'en prie, tâchons de trouver un abri avant que le soleil tombe. Sur mon honneur, prince, le monde est une bâtisse énorme. Mais non. Vois-tu, j'ose à peine étendre les mains comme dans un petit cabinet de miroir, de peur de me cogner partout. Oh, prince, je suis perdu. Ça sera une perte pour personne, sauf pour celui qui te trouvera. Je vais bientôt me mettre à l'ombre de mon ombre. Ouais, tu t'évapores complètement au soleil. Tu vois, j'ai les nuages là-haut. Ils représentent déjà le quart de toi. Ils regardent bien confortablement ta grossière enveloppe matérielle. Le nuage ne pourrait faire aucun mal à votre tête si on faisait couler un nuage dessus goutte à goutte. Oh, une idée ravissante. Nous avons déjà parcouru une demi-douzaine de grands-duchés et quelques royaumes. Tout cela à toute vitesse en une demi-journée. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on veut devenir roi et qu'on doit épouser une belle princesse. Et vous vivez encore dans une situation pareille? Je ne comprends pas votre résignation. Je ne comprends pas que vous n'ayez pas pris de l'arsenic, que vous ne soyez pas monté sur la balustrade du clocher de l'église et que vous ne soyez pas losé une balle dans la tête afin d'être sûr de ne pas vous manquer. Tout cela pour fuir votre mariage avec la princesse Léna. Mais Valerio, l'idéal. J'ai en moi un idéal féminin. Et il faut que je le cherche. Elle est infiniment belle et infiniment bête. Sa beauté est aussi désarmée, aussi touchante qu'un enfant nouveau-né. Un charmant contraste. Ses yeux d'une céleste stupidité, cette bouche divinement niaise, ce profil grec avec un nez de brebis, cette mort de l'esprit dans un corps spirituel. Diable? Nous revoilà déjà à la frontière. Ce pays ressemble à un oignon. Rien que des pelures. Est-ce que mon baluçon va devenir ma pierre tombale? Voyez-vous, prince, je deviens un objet de philosophie. Une image de la vie humaine. Je traîne ce baluçon, les pieds écorcés, glacés par le zèle, brûlés par le soleil, parce que le soir, je veux enfiler une chemise propre. Et quand vint enfin le soir, mon front est ridé, mes joues sont creuses, mes yeux enfoncés, j'ai juste le temps de mettre ma chemise comme un linceul. Est-ce que je n'aurais pas mieux fait de bazarder mon paquet dans la première auberge venue, de me saouler et de dormir à l'ombre jusqu'à la nuit tombée au lieu de souiller et de me faire des corps aux pieds? Et maintenant, prince, passons à l'application, à la mise en pratique. Vous voyez cette auberge au loin? Hâtons-nous d'y prendre racine. Oh bah, ça doit être une journée enchantée. Le soleil ne se couche pas. Et pourtant, il y a si longtemps que nous fuyions le royaume de Pipi. Oh, mais non, ma chère. Les fleurs que j'ai cueillies à notre départ en sortant du jardin sont à peine fanées. Et où allons-nous nous reposer? Nous n'avons rien rencontré. Je ne vois ni couvent, ni ermite, ni berger. Nous avons fait d'autres rêves avec nos livres, derrière les murs de notre jardin, entre nos myrtes et nos lauriers roses. Mais que ce monde est abominable. Il est si beau et si vaste, si infiniment vaste. Je voudrais toujours marcher ainsi, jour et nuit.
Rien ne bouge. Un reflet rouge de fleurs joue sur les prairies et les montagnes lointaines sont posées sur la terre comme des nuages immobiles. Tout Jésus, mais que va-t-on dire? Et pourtant, c'est si délicat, si féminin. Oh, c'est une renonciation. C'est comme la fuite de Sainte-Odile. Ah, mais il faut trouver un abri. Le soir tombe et... Oh, je crois apercevoir au loin un refuge. Oui, les plantes rassemblent leurs pétales pour dormir, et les rayons de soleil se balancent sur les brins d'herbe, comme des libellules fatiguées. Eh bien, mon prince, ne sommes-nous pas mieux dans cette auberge? Ne vous a-t-elle pas fourni une boisson délicieuse qui descend le long de votre gosier avec une légèreté étonnante? Vois-tu ces grands visages aimables sous la vigne à la porte d'entrée? Ils sont assis et se tiennent par la main, effrayés d'être si vieux alors que le monde est si jeune. Oh, Valerio, moi aussi je suis jeune, et le monde est si vieux. Oh, souvent je me fais peur à moi-même. Je pourrais m'asseoir dans un coin et pleurer à chaudes larmes tant je me fais pitié. Prenez cette sope, mon prince, et enfoncez-vous dans la mer de vin jusqu'à ce que les perles rejaillissent sur vous. Oh, quel reposant état que celui de l'ivresse! Non, viens, Valerio, il faut faire quelque chose. Nous allons méditer profondément, chercher comment il se fait que la chaise tient sur 3 pieds, mais pas sur 2. Pourquoi on se cure le nez avec les mains et non avec les pieds comme les mouches? Nous allons démembrer des fourmis comme des étamines. Je finirai bien par trouver une marotte princière. J'ai encore une certaine dose d'enthousiasme à dépenser. Ergo bibamus. Vous voyez cette bouteille? Elle n'est pas une femme qu'on aime. Elle ne connaît pas les douleurs de l'accouchement et ne devient pas ennuyeuse ni infidèle. Elle reste la même de la première goutte à la dernière. Vous rompez le cachet et tous les rêves qui sommeillent en elle bondissent en vous. Oh mon Dieu, quelle soirée étrange. Au-dessous, tout est calme, tandis que là-haut, les nuages passent et changent de forme, et le soleil se cache pour se montrer à nouveau. Regarde quelle silhouette bizarre se pourchasse là-bas. Regarde les longues ombres blanches avec leurs jambes d'une maigreur épouvantable et leurs ailes de chauve-souris. Et tout ça si rapide et si confus. Tandis qu'en bas, pas une feuille, pas un brin d'herbe ne bouge. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais moi, je me sens très bien. Le soleil ressemble à une auberge, la terre et l'eau d'en bas sont comme une table où on renverse du vin, et nous sommes dessus comme des cartes avec lesquelles Dieu et le diable, par ennui, ont joué une longue partie. Vous êtes un roi, moi un valet. Il ne manque qu'une dame, une belle dame, avec un grand cœur en pain d'épices sur la poitrine, et une grande tulipe pour éponger son nez sentimental. Et par Dieu, la voici, tout aussi accompagnée que vous, qui entre dans notre auberge. Mais à vrai dire, ce n'est pas une tulipe, mais une tabatière. Ni un nez, mais une trompe. Mon Dieu, ce nez. Cette jolie demoiselle se trimballe avec un bien drôle d'animal. Et là, vous? Oui. Madame, marchez-vous si vite qu'on aperçoit vos défunts mollets jusqu'à vos respectables artières. Et vous, noble monsieur? Pourquoi
Pourquoi ouvrez-vous une si grande gueule quand le paysage en est troué? C'est pour que votre nez, noble dame, ne saigne pas en heurtant l'horizon. Un pareil nez est comme la tour du Liban, qui surveille la route de Damas. Oh mais vous n'êtes qu'un... Quittons cet endroit, mon enfant. Il est peu agréable de côtoyer pareil individu. Nourrice, le chemin est-il encore long? Oh, mon enfant. Trouvons-nous une chambre où nous reposer. Oh, tous les chemins sont longs. Le tic-tac que fait l'horloge de la mort dans notre poitrine est lent. Chaque goutte de sang prend son temps et notre vie est une fièvre rampante. Tous les chemins sont longs pour les pieds fatigués. Oh, mon cher Valerio, j'ai dit ça, je crois, de façon tout à fait mélancolique. Dieu soit loué, je commence à venir au bout de la mélancolie. L'air n'est plus si pur et froid, le soleil abaisse ses rayons brûlants autour de moi et de lourdes gouttes tombent. Oh, et cette voix enchanteresse. Le chemin est-il si long? Beaucoup de voix parlent sur terre, mais elle, je l'ai comprise. Comme elle se répand dans l'espace. Le chemin est-il si long? Non, le chemin vers la maison de fou n'est pas si long. Il est facile à trouver. Je connais tous les sentiers, les chemins vicinaux et les routes qui y mènent. Ne pensez pas à cet homme que nous avons rencontré. Il était si vieux sous ses boucles blondes. Le printemps sur les joues et l'hiver au cœur. C'est triste. Le corps fatigué trouve partout un oreiller pour dormir. Mais quand l'esprit est fatigué, où peut-il se reposer? Oh, il me vient une idée terrible. Je crois qu'il y a des hommes qui sont malheureux, incurables, simplement parce qu'ils existent. Mais où allez-vous, mon enfant? En bas, dans le jardin. Mais chère nourrice, tu sais bien qu'on aurait dû me mettre dans un pot de fleurs. J'ai besoin de rosée et d'air nocturne comme les fleurs. Entends-tu l'harmonie du soir? Je ne peux pas rester enfermée dans ma chambre. Les murs, ils m'oppressent. À quelques distances de nature, c'est bien beau. Mais ça resterait encore plus beau s'il n'y avait pas de moustiques. Si les draps dans les auberges étaient un peu plus propres, et si les vrillettes ne tarodaient pas les cloisons avec leur tic-tac de mort. Dedans, les hommes ronflent, dehors, les grenouilles coassent, dedans, on entend les cris-cris des grillons du foyer, dehors, celui des grillons descend, plutôt le gazon. Voilà une décision prise à plein gaz. Le gazon. Et mon prince, je vous en prie, allez vous reposer près de l'étang. La nuit dort profondément. Ses joues sont plus pâles et sa respiration plus calme. La lune est comme un enfant endormi. Les boucles dorées sont retombées pendant son sommeil le long de son joli visage. Que la nature est belle et paisible loin de Valerio. Et quel reflet que celui de cette jeune femme éperdue dans l'eau, comme si elle sortait d'un mirage pour devenir réelle. Comme elle est douce et délicate. Lève-toi dans ton blanc vêtement, douce créature. Marche derrière le cadavre à travers la nuit et chante-lui le chant des morts. Qui parle? Un rêve. Bienheureux sont les rêves.
Rêve donc que tu es heureuse et permets-moi d'être ton rêve bien heureux, ô doux mirage. La mort est le rêve le plus heureux. Alors permets-moi d'être ton ange de la mort. Permets que mes lèvres, comme un battement de ses ailes, se posent sur tes yeux. Oh, laisse-moi t'embrasser. Beau cadavre, beau mirage. Tu reposes si joliment dans cette eau divine que la nature se met à haïr la vie et s'éprend de la mort. Ah non, 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 laisse-moi. C'est trop. Ah non, c'est trop. Tout mon être est dans cet instant et que tu ne sois qu'un simple mirage n'y change rien. Alors maintenant meurs. Disparais dans cette eau. Impossible pour moi d'en supporter plus. Non. Comme la création se dégage du chaos pour venir à ma rencontre. La terre est une coupe d'or bruni, la lumière y pétille et passe par-dessus bord. Et les étoiles en jaillissent avec abondance. Oh, que cette présence fantomatique me tourmente. Non mais meurs. Halte, sérénissime, halte. Laisse-moi, Valerio. Dès que vous serez calmé, je vais vous laisser tranquille si vous me permettez de laisser l'eau tranquille. Imbécile. Votre Altesse n'a pas encore dépassé ce romantisme de sous-lieutenant. Se contempler dans le miroir de l'eau dans l'espoir d'y trouver sa bien-aimée. Je commence à croire que tu as raison. Consolez-vous. Si vous ne dormez pas cette nuit encore sous le gazon, vous dormirez au moins dessus. Ce serait tout aussi suicidaire de vouloir dormir dans un des lits d'auberge. On couche sur de la paille comme un mort et on est dévoré par les puces. Comme un vivant. Vous mariez. D'où vous vient cette envie subite? Après toutes les histoires que vous m'avez faites? Et depuis quand votre Altesse se sert-elle d'un calendrier perpétuel? Sais-tu bien, Valerio, que même le plus petit parmi les êtres humains est si grand que la vie est trop courte pour pouvoir l'aimer? Et puis pour une certaine espèce de gens, rien n'est si beau ni si sacré que le mariage, qu'ils se croient obligés de le rendre encore plus beau et encore plus sacré. Je peux laisser ce plaisir à mon Conseil d'État. Il y a une certaine jouissance dans cette prétention charitable. Pourquoi la leur refuserais-je? Très humain et philo-bestial. Mais la demoiselle sait-elle qui vous êtes? Elle sait seulement qu'elle m'aime. Et votre Altesse sait-elle qui elle est? Non, imbécile! Ne me demande pas une chose pareille! Ça veut dire qu'elle est quelque chose, si ce n'est pas trop grossier de le dire. Il n'a pas trop un avis, un goût d'avis de recherche. Mais que va-t-il arriver, prince, suis-je ministre du culte, si vous êtes unis aujourd'hui devant votre père par la bénédiction du mariage avec l'indicible, l'anonyme? Votre parole, Ève, votre parole. Ma parole? Oui. Je te la donne, ma parole. Cher maître d'école, comment se tiennent vos gens durant cet entraînement matinal? Monsieur le conseiller, ma foi, ils se tiennent si bien au milieu de leurs souffrances qu'ils se retiennent depuis un certain temps les uns aux autres. Mais pour l'honneur de son Altesse et de sa Majesté, ils semblent prêts à défier leur désespoir. Courage, braves gens! Brandissez vos rameaux de sapin devant vous pour qu'on pense que vous êtes une forêt de sapins! Et qu'on pense que vous êtes, que vos nez sont des fraises, vos tricornes des ramures de gibier, que vos culottes en cuir de cerf font le clair de lune là-dedans. Et rappelez-vous, le dernier repasse toujours devant le premier, pour qu'on ait l'impression que vous êtes élevé au carré.
Et vous, maître d'école, vous répondez de la sobriété. Bien sûr. Je réponds si bien que je tiens à peine debout. Bien. Attention vous autres, le programme prévoit tous les sujets de Sa Majesté, proprement vêtus, bien nourris, avec des visages satisfaits, qui se placeront spontanément le long de la grande route. Ah, nous ne faites pas honte, hein. De l'endurance. Ne vous grattez pas derrière les oreilles. Ne vous curez pas le nez avec les doigts aussi longtemps que passe le couple princier. Et montrez l'émotion convenable, sans quoi on emploie des moyens émouvants. Reconnaissez ce que l'on fait pour vous, hein. On s'est arrangé pour que l'air de la cuisine passe au-dessus de vous. Et que vous sentiez aussi l'odeur du rôti au moins une fois dans votre vie, hein. Maître de cérémonie, vous devriez... C'est un désastre, tout va à volo, les rôtis se ratatinent, tous les vœux de bonheur se décomposent, tous les faux cols retombent comme des oreilles de porc mélancoliques, les ongles et la barbe des paysans repoussent, les boucles des soldats se défont. Sur les 12 innocentes, il n'y en a pas une qui ne préfère la position horizontale à la position verticale. Ah non, mais regardez dans leurs petites robes blanches, elles ont l'air de lapins angora déguisés. Et le poète de la cour grogne autour d'elle comme un cochon d'Inde soucieux. Messieurs les officiers ont perdu toute contenance. Serviteur, va dire au maître d'école qu'il fasse pisser ses garnements, ils n'en peuvent plus de rester debout, là. Même le prédicateur de la cour est tout avarié depuis qu'il s'est réveillé ce matin. Les dames de la cour ont l'air de bacs à saline, les sels cristallisent sur leur collier. Au moins, elles se mettent à l'aise. Et si elles ne parlent pas à cœur ouvert, elles sont ouvertes jusqu'au cœur. Oui, ce sont les bonnes cartes de l'Empire ottoman. On voit les Dardanelles et la mer de Marmara. Allez, canaille! Aux fenêtres! Voici Sa Majesté, le roi Pierre et ses sujets. Le garde et le conseil d'État. La princesse aussi a disparu. N'a-t-on pas encore de nouvelles de notre bien-aimé prince héritier? Mais mes ordres ont-ils été suivis? Les frontières, sont-elles surveillées, les frontières? Oui, Majesté, la vue depuis cette salle nous permet de tout passer en revue. Serviteur, qu'as-tu vu? Un chien à la recherche de son maître a traversé le royaume. Et toi, là-bas? Quelqu'un se promène vers la frontière nord, mais c'est pas le prince, je pourrais le reconnaître. Et toi? Pardonnez-moi, rien du tout. Ah bah, c'est très peu. Et toi, là? Rien non plus. Ce n'est pas grand-chose. Mais monsieur le président, est-ce que je n'ai pas pris la décision que ma majesté royale allait se réjouir en ce jour? Et qu'en ce jour, le mariage serait célébré? N'est-ce pas notre irrévocable résolution? Oui, votre majesté, c'est enregistré dans le protocole. Et ne serait-ce pas compromettre que de ne pas exécuter ma décision? S'il était possible pour votre majesté de se compromettre, ce serait en effet un cas où elle pourrait se compromettre. N'ai-je pas donné ma parole royale? Oui. Je vais mettre en œuvre immédiatement ma décision. Ça me fera plaisir. Mais je suis extraordinairement joyeux.
Tous nous partageons le sentiment de votre majesté dans la mesure où cela est possible et convenable à des sujets. La joie me met hors de moi. Je ferai tailler des uniformes rouges pour les gentilshommes de ma chambre. Je nommerai quelques cadets au grade de lieutenant. J'autoriserai mes sujets. Mais le mariage, l'autre moitié de la résolution, ne prévoyait-elle pas que le mariage serait célébré? Oui, votre majesté. Oui, mais si le prince ne vient pas, et la princesse non plus. Oui, si le prince ne vient pas, et la princesse non plus, alors, ils ne peuvent pas se marier. Halt. La conclusion est-elle logique? Ah si, alors... exact, mais... Et ma parole royale? Que votre majesté se console avec d'autres majestés. Une parole royale est une chose qui n'est rien. Serviteur, ne voyez-vous toujours rien? Votre Majesté, rien du tout. Moi qui avais décidé de me réjouir, je voulais commencer avec le premier son de cloche et me réjouir 12 heures d'affilée. J'en deviens tout mélancolique. Tous les sujets sont invités à partager les sentiments de votre majesté. À ceux qui ne possèdent pas de mouchoir, il est interdit de pleurer par souci de convenance. Halte! Je vois quelque chose. C'est comme un cap, comme un nez, très long nez d'ailleurs. Et il ressemble à une trompe. Le reste n'a pas encore passé la frontière. Et puis je vois encore un homme et 2 personnes de sexe opposé. Mais dans quelle direction? Ils s'approchent. Ils vont vers le château. Oh bah, eh bien, les voilà. Qui êtes-vous? Que cachez-vous sous tous vos masques? Est-ce que je sais? Vraiment, ça me fait peur. Je pourrais me peler et m'effeuiller comme ça en entier en me débarrassant de tous mes masques. Je pourrais les enlever les uns après les autres qu'on n'en verrait jamais le bout. Mais il faut bien que vous soyez quelque chose, non? Si votre majesté l'ordonne, je serai quelque chose. Cet homme me jette dans la confusion, dans la désespérance. Je suis dans un désarroi complet. En vérité, je voulais annoncer à cette haute et honorée société que les 2 automates mondialement réputés sont arrivés. Et que peut-être je suis le 3e et le plus remarquable des 3. Si seulement je savais exactement qui je suis. Ce qui ne devrait d'ailleurs surprendre personne, car je sais moi-même pas du tout de quoi je parle. Que je ne sais même pas que je ne le sais pas, de sorte qu'il est très vraisemblable qu'on me fasse parler ainsi. Vous voyez là, mesdames et messieurs, 2 personnes de 2 sexes, un petit mâle et une petite femelle. Un monsieur et une dame. Rien que de l'artifice et de la mécanique. Rien que du carton-pâte et des ressorts d'horlogerie. Chacun a un ressort de rubis fin, sous l'ongle du petit doigt du pied droit.
On presse les errements et le mécanisme fonctionne pendant 50 ans. Ah, ces personnes sont si ingénieusement fabriquées qu'on pourrait les distinguer du reste des hommes. Si l'on savait qu'elles étaient faites en carton-pâte, bien évidemment. On pourrait en faire des membres de la société humaine. Elles sont de condition élevée, car elles parlent un amant distingué. Elles sont très morales, car elles se lèvent au son des cloches, vont se coucher au son des cloches et vont aussi une bonne digestion, ce qui prouve une bonne conscience. Elles ont un sens raffiné des convenances, car la dame n'a même pas de mot pour culotte. Et le monsieur ne peut en aucun cas monter un escalier derrière une femme, ou le descendre devant elle. Ces automates sont très cultivés, car la dame chante tous les nouveaux opéras et le monsieur porte des manchettes. Oh, et faites bien attention, mesdames et messieurs. Elles sont à présent à un stade intéressant. Le mécanisme de l'amour commence à se manifester. Le monsieur a porté plusieurs fois le sale de la dame, a roulé les yeux et regardé le ciel. Tous les deux paraissent déjà accordés l'un à l'autre. Il n'en manque plus que le petit mot « Amen ». En effigie? En effigie? En effet. Président, si on pend un homme en effigie, est-ce que ce n'est pas aussi valable que le pendre pour de bon? Oh, excusez-moi, votre Majesté, c'est encore bien mieux puisqu'il ne subit aucun mal et qu'il est quand même pendu. Oh, eh bien, ça y est. Nous allons célébrer le mariage en effigie avec ces deux automates. Voici la princesse et voici le prince. Ma décision va s'exécuter. Oh, je vais me réjouir. Oh, faites sonner les cloches. Mettez au point vos compliments et que ça saute. Oh, monsieur le prédicateur de la cour. Vas-y, prédicateur, cesse les maudites grimaces et commence. Vas-y. Si nous... ou bien... mais... Attendu que, étant donné que... car... C'est avant la création du monde. Puisque... Dieu trouvait le temps long. Soyez bref, mon cher. S'il plaît à votre Altesse le prince Léonce du royaume de Popo et s'il plaît à votre Altesse la princesse Léna du royaume de Pipi et s'il plaît à vos Altesses de se vouloir l'un à l'autre réciproquement et d'un accord mutuel, prononcé à haute et intelligible voix, oui. 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 Alors, je dis Amen. Vite fait, bien fait. Ainsi serait créé le premier petit homme et la première petite femme à tous les animaux du paradis qui les entourent. Vous pouvez retirer vos masques, chers automates. Ah bah c'est le prince. Le prince, sous ce masque, mon fils. Oh, je suis perdu, je suis trompé. Mais et qui est cette personne qui l'accompagne? Oh, mais je vais faire annuler tout ceci. Oh, mais enfin, votre majesté, c'est la princesse. Retire ton masque, mon enfant. Léna. Léonce? Ah, Léna, je crois que c'était la fuite au paradis. On m'a trompée. On m'a trompé. Au hasard,
Oh, Providence! Ça me fait marrer. Vos Altesses se sont vraiment rencontrés par hasard. J'espère que ce sera un heureux hasard. Dire que mes vieilles prunelles ont enfin pu voir cela. Oh, maintenant je peux mourir tranquille. Non, mais, oh, mes enfants, je suis ému. L'émotion me fait tourner la tête. Je suis le plus heureux des hommes. Et je profite de l'occasion solennelle pour remettre le gouvernement entre tes mains, mon fils. Et je vais me mettre à penser sans être dérangé. Mon fils, laisse-moi ces sages messieurs les conseils d'État pour qu'ils me soutiennent dans mes efforts. Venez, messieurs, nous avons à penser sans être dérangés. Cette histoire m'a tourneboulé. Il faut que je reprenne mes esprits. Messieurs, soldats, mon épouse et moi regrettons infiniment que vous ayez dû rester si longtemps debout à notre service. Votre situation est si triste qu'à aucun prix nous ne voudrions mettre à l'épreuve plus longtemps votre constance. Entrez à présent chez vous. Mais n'oubliez pas vos discours, vos sermons et vos poèmes, car demain, en toute sérénité et dans la bonhomie, nous reprendrons toute la plaisanterie depuis le début. Au revoir. Eh bien, Léna, vois-tu comme nous avons les poches pleines de poupées et de jouets avec tous ces gens? Qu'allons-nous en faire? Leur mettre des moustaches et leur pendre un sabre au côté? Ou bien leur enfiler un frac et leur faire pratiquer une politique et une diplomatie d'infusoire? Construirons-nous un théâtre? Bah, mais je sais bien ce que tu veux. Nous ferons mettre en pièces toutes les horloges, interdire tous les calendriers. Les heures et les mois seront calculés d'après l'heure florale, d'après la floraison et la fructification. Ensuite, nous équiperons ce petit pays de miroirs ardents pour qu'il n'y ait plus d'hiver, pour nous destiller pendant l'été jusqu'à Ischia et Capri, et passer toute l'année entre les roses et les violettes, entre les orangers et les lauriers. Allons, viens, ma tendre Léna, ma douce épouse. Partons.